Il est 10 heures ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce mardi. Steve Witkoff et Jared Kushner au Kremlin aujourd'hui. Les émissaires de Donald Trump vont présenter la nouvelle mouture américaine pour la paix à Vladimir Poutine, pour la paix en Ukraine. Un président russe qui salue ce mardi la prise de Pokrovsk revendiquée par ses troupes mais pas confirmée par Kiev. Le bilan très lourd des inondations en Asie du Sud, 1200 morts dans l'immense majorité en Indonésie. La course contre la montre est enclenchée pour les secouristes. La pluie qui a cessé à présent a laissé derrière elle des paysages de désolation. Et puis les dernières heures du voyage du pape Léon au Liban, hommage aux victimes de l'explosion du port de Beyrouth et messe en ce moment en plein air sur le front de mer de la capitale libanaise. 120 000 personnes sont réunies pour écouter le message de paix et d'unité du souverain pontife. Et c'est le choix de Parlons-en précisément, de s'arrêter sur ce premier voyage à l'étranger du pape Léon depuis son élection au mois de mai dernier. Qu'est-ce que le choix de la Turquie, puis du Liban et les mots employés disent de la diplomatie que veut incarner le successeur de François? Qu'est-ce qu'ils disent de sa méthode, de sa façon de voir le monde? Et puis pour aller plus loin, que sait-on de celui qui a succédé donc à François, de ses projets, de sa vision pour l'Église catholique, 7 mois donc après sa prise de fonction, celle de ce cardinal américain autour duquel les attentes étaient grandes. Léon est-il un pape fin diplomate? C'est Parlons-en aujourd'hui avec Constance Colonna-Césari, François Mabille et Serge Berberi qui est à Beyrouth pour Parlons-en. Bonjour à tous les trois, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Constance Colonna-Césari. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau que vous connaissez bien, journaliste, réalisatrice, spécialiste du Vatican, autrice de Dans les secrets de la diplomatie vaticane qui est sortie au Seuil. François Mabille, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Institut des relations internationales et stratégiques, directeur de l'Observatoire de géopolitique des religions à l'IRIS. Vous signez Le Vatican, la papauté face à un monde en crise qui est sorti chez Erol. Et vous publiez aujourd'hui dans Le Monde cette tribune intitulée « À travers son premier déplacement, le pape Léon XIV affirme un style diplomatique lui donnant une stature d'arbitre ». On est dans le vif du sujet. Je salue Serge Berberi qui est à Beyrouth pour Parlons-en. Serge, je viens vers vous dans un instant. Ce sont donc les temps forts de ce dernier jour de la visite du pape Léon XIV au Liban. Cette prière silencieuse, très symbolique sur le site de l'explosion du port de Beyrouth qui a eu lieu à l'été 2020, qui a fait plus de 220 morts et dévasté une grande partie de la capitale libanaise. Prière en silence donc, dont on va regarder quelques images. C'était il y a quelques instants. أصونها لك أردتني بأن أكون طاهرا مخصصا مكرسا لشخصك. Voilà, recueillement du pape Léon sur ce lieu de l'explosion du port de Beyrouth. D'ailleurs, à ce propos, sur un autre sujet, l'enquête n'a toujours pas abouti. Les responsables politiques ayant fait obstruction au travail du juge indépendant qui en est chargé. Et puis, donc, dernier volet de ce voyage à la fois religieux et géopolitique, on va y revenir. Cette messe en ce moment en plein air, sur le front de mer à Beyrouth. Je le disais à Serge Berberi, bonjour Serge, sauf erreur de ma part, c'est sa première messe en plein air à l'étranger, première messe en plein air de son pontificat à l'étranger devant 120 000 personnes, Serge. Absolument, vous savez, le pape Léon XIV qui termine aujourd'hui sa visite aujourd'hui au Liban, une visite de 3 jours, une visite donc par cette messe sur le front de mer de Beyrouth avec plus de 120 000 personnes, en présence également de nombreux évêques, des prêtres aussi et une chorale réunie spécialement pour cette cérémonie. Le pape qui a fait son entrée justement sur place en Papa
mobile, il a salué la foule, une foule arrivée très tôt ce matin. Beaucoup ont dû garer leur voiture très loin et parcourir plusieurs kilomètres avant de se rendre sur le site, donc le lieu de cette messe. Une messe très attendue avec bien sûr un message du pape, un message d'espérance, un message de paix, un message de résilience et surtout pour les jeunes, leur dire qu'il faut qu'ils tiennent et qu'ils poursuivre justement cette voie vers la paix, vers la réconciliation. Le pape qu'on a pu apercevoir durant son séjour rencontrait aussi des hommes des personnalités de la communauté musulmane pour aussi souligner l'importance de cette coexistence islamo-chrétienne au Liban. Avant le début de cette messe, comme vous l'avez mentionné, le pape s'est rendu sur le lieu de l'explosion du port de Beyrouth en présence des familles de victimes, mais aussi du Premier ministre Nawaf Salam. Le pape a prié en silence devant une plaque commémorative sur laquelle étaient inscrits les noms des victimes, des plus de 240 victimes de cette explosion au port de Beyrouth. Un moment aussi beaucoup d'émotion lorsque le pape a pu échanger avec les familles et des victimes. Et cette dernière journée du pape a commencé ce matin avec des malades. Il a rencontré des malades dans un hôpital psychiatrique des Sœurs de la Croix. C'est au nord de Beyrouth, aussi un moment chargé de beaucoup d'émotions. Le pape Serge quittera le Liban à la mi-journée. Le choix de ce volet libanais pour ce premier déplacement après la Turquie, c'était un choix bien sûr religieux, c'était un choix aussi géopolitique. Absolument, vous savez, l'enjeu politique de la visite du pape était au centre de son déplacement, puisque vous savez, au Liban, tout le monde appelait le pape justement pour la paix. Donc ils appelaient le pape à encourager les responsables libanais justement à se réconcilier et à œuvrer pour la paix. Et le thème central justement de cette visite était heureux les artisans de paix. Le pape donc qui a depuis son élection, au lendemain de son élection, appelé à l'instauration d'une paix désarmée, une paix basée sur le dialogue, une paix aussi basée sur la réconciliation. Et donc, c'est ce que le pape a invité justement les responsables politiques libanais à œuvrer pour cette paix. Et c'était aussi le message du président de la République qu'il a pu rencontrer à plusieurs reprises durant cette visite. Le président de la République a aussi remercié le pape d'être venu au Liban en messager de paix et donc pour encourager justement cette réconciliation dans la région, une région et aussi le Liban qui est touché par de nombreuses crises, mais aussi par la guerre et les frappes israéliennes quasi quotidiennes au Liban. Merci beaucoup Serge Berberi depuis Beyrouth, et on voit sur ces images en direct derrière l'hôtel installé sur le front de mer le mot paix écrit dans toutes les langues du monde, et donc heureux les artisans de paix, ce message que le pape Léon est venu délivrer aux Libanais. François Mabille, Constance Colonna-Césari, peut-être Constance pour commencer avec vous. Évidemment, quand on est le chef spirituel d'1,4 milliard de personnes, le choix de son premier déplacement à l'étranger après son élection n'est pas par hasard. Pourquoi le Liban et pourquoi la Turquie ? Alors, la Turquie, ce n'est pas le choix du pape Léon XIV. C'était un choix, en fait, c'est une invitation du patriarche œcuménique de Constantinople qui précédait la mort du pape François. François aurait dû se rendre à cette 1700e anniversaire du concile de Nicée. Donc, c'est un événement œcuménique, une invitation que le pape Léon XIV, élu à la succession de François, a choisi d'honorer. Il aurait pu s'abstenir de l'honorer, mais bon, ça aurait vraiment là été dérangeant comme message. Donc ce n'est pas son choix. En revanche, le Liban, c'est son choix. Et là, c'est un choix en effet géopolitique, puisqu'on peut considérer que d'abord, il y a le modèle de cette constitution libanaise qui a toujours été un modèle pour le Saint-Siège, donc un modèle de constitution qui garantit un équilibre confessionnel, donc avec des droits à chacune des communautés. Donc ça, c'est très important pour la vision que défend le Saint-Siège au Proche-Orient. Donc là, le choix du Liban, il est clair pour ça. Et évidemment, le Liban est frappé par les répercussions de la guerre israélo-arabe. Donc finalement, en foulant le sol du Liban, il s'approche aussi de l'œil du cyclone, c'est-à-dire cette tempête qui dévaste le Proche-Orient, qui est une région évidemment cruciale pour l'Église. C'est les terres, c'est le berceau du christianisme. Donc voilà, on attend
on attendait un message sur ce Proche-Orient et peut-être qu'on attendait un message un peu plus fort. Voilà, mais là, on a un voyage plutôt spirituel, plutôt pastoral, évidemment œcuménique, évidemment interreligieux, avec beaucoup d'actes. Évidemment, un voyage aussi, le Liban, qui crédite cet État, j'allais dire, tellement faible. On a un pays à genoux, politiquement, économiquement, frappé de toutes ces crises, et la présence d'un pape, ça fait du bien aussi à un pouvoir, à des foules, à des chrétiens. Donc on voit ça au Liban émerger. C'est plus un voyage pour l'instant, avant qu'on le décrypte, peut-être sur le long terme, mais c'est plus pastoral, c'est la joie de ces foules. On les a vus danser là pour l'accueil du pape sous la pluie. Il y avait de belles images quand même dans ce voyage. Et les images dans le monde dans lequel on vit, c'est important. François Mabille, le pape François, on se souvient, pour son premier déplacement, alors non pas à l'étranger, mais hors du Vatican, avait choisi l'île de Lampedusa pour un message très fort vis-à-vis des migrants et des personnes qui risquent leur vie en Méditerranée pour s'exiler. Puis le Brésil pour les JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse. Vous, comment est-ce que vous lisez? Alors, pour la Turquie, Constance l'a rappelé, c'est un peu différent, mais ce choix du Liban. Oui, je suis en grande partie d'accord avec ce que disait Constance. Le pape aurait pu, d'une certaine manière, choisir tout de même un autre premier déplacement. Il a choisi quand même d'aller en Turquie, mais il aurait pu auparavant se déplacer et donc marquer d'un autre symbole. Donc je pense qu'il y a quand même une volonté de sa part de montrer que la question de l'unité des croyants, en l'occurrence l'unité des chrétiens, est centrale dans son pontificat. Et ça explique sans doute le fait qu'il n'ait pas eu d'autres premières directions. Le choix du Liban est effectivement son propre choix. Et je dirais qu'entre la Turquie et le Liban, on a deux approches différentes de la paix et de l'action diplomatique. Dans le premier cas, c'est effectivement un pape diplomate qui se déplace et qui rappelle juridiquement ce qu'est la liberté religieuse et ce qu'est l'état de droit. Et donc, je dirais à fleur et moucheté avec Erdogan, on rappelle que la Turquie ne respecte pas totalement les attendus de la liberté religieuse. Je pense que pour le Liban, alors là j'aurais peut-être un avis légèrement différent, je ne suis pas sûr que l'État libanais, dans sa constitution, soit l'État rêvé par le Vatican, parce que c'est un État qui est structurellement confessionnel, avec tous les problèmes que ça pose, et qui n'est pas un État laïque assurant la liberté religieuse comme généralement le Vatican le souhaite. Ce qui explique que d'une certaine manière, le pape au Liban, alors bien évidemment on rencontre les responsables politiques, mais les contourne également. Et là, je vous rejoins totalement. Son déplacement au Liban est totalement pastoral. Il est même ordonné autour de 3 vertus catholiques dans le langage catholique. La foi, il s'adresse aux croyants en leur disant ayez renforcé votre foi, ayez l'espérance que vous disiez, et ça c'est le message central. Et puis soyez solidaires. Et là, c'est une façon de dire, d'une certaine manière, le peuple libanais vaut plus que ses élites politiques, et c'est par le bas, par une unité au sein des croyants et au sein du peuple libanais que le Liban pourra trouver son sursaut et sa voie d'avenir. Et en ça, il se fait l'écho de ce que disent les Libanais depuis bien longtemps. Oui. Et j'allais dire aussi, le message très très fort, et à mon avis qui peut avoir le plus de retentissement de sa voix au Liban, c'est ne partez pas aux jeunes. Ça c'est fondamental, parce que la fuite, l'exode des communautés chrétiennes du Proche-Orient, c'est valable partout. Ce voyage me fait quand même penser à celui du pape François en Irak. On est dans ce contexte, les gens s'en vont, cette jeunesse, alors pas pour les mêmes raisons au Liban, mais parce qu'il lui faut un avenir et que ce pays n'est pas capable malheureusement de garantir un avenir à sa jeunesse. Et la parole du pape, on sent bien qu'elle peut avoir de l'écho près d'une jeunesse à qui un pape vient dire à des chrétiens, restez, reconstruisez votre pays. Donc là, vraiment, c'est le message central de l'Église. Et là, je pense qu'il peut avoir là-dessus de l'impact. D'ailleurs, l'Irak, sauf erreur de ma part, c'était un voyage de fin de pontificat pour François, avec une dimension sécuritaire très importante. D'une certaine façon, le Liban, qui est, malgré ses cessez-le-feu, toujours frappé par cette guerre entre le Hezbollah et Israël, avec une dimension sécuritaire. Absolument. Et un message ce faisant. Je voudrais qu'on revienne quand même sur une image importante pour le coup du volet turc. Le pape Léon s'est donc rendu à la mosquée bleue, contrairement à ses prédécesseurs Benoît et François. Il n'a pas prié,
ça pourrait être qu'une simple image. En réalité, François Mabille, ça dit beaucoup de ce message. Il faut de dire Léon. qu'entre les déplacements de ses prédécesseurs, Benoît XVI et le pape François et lui, il y a eu quand même un événement considérable. C'est-à-dire que lorsqu'il se rend à la fameuse mosquée bleue, en face de la mosquée bleue, vous avez Sainte-Sophie. Et Sainte-Sophie a été restituée au culte musulman par Erdogan en 2020, ce qui à l'époque avait entraîné des protestations de la part du pape François. Et donc, personnellement, j'interprète son refus de prier comme une manière de manifester son désaccord avec ce qui s'est passé il y a 5 ans. Et puis peut-être une façon aussi de dire, attention, le dialogue interreligieux, ça n'est pas la confusion, ça n'est pas le syncrétisme. Autrement dit, je peux me rendre dans un lieu de culte musulman, respecter ce lieu et en même temps le faire sans avoir de gestes spirituels particuliers. Donc il y a là un geste diplomatique, me semble-t-il, à double tranchant par rapport à la Turquie et puis par rapport également au dialogue interreligieux, donc des signes qui sont adressés à différents destinataires. Constance ? Oui, et peut-être que sur ce dialogue islamo-chrétien qui était le plus problématique pour une certaine opposition au pape François à l'intérieur de l'Église, je ne parle pas des oppositions politiques, celles-là elles sont normales, mais en tous les cas peut-être que l'institution a demandé aussi à ce pape d'être plus prudent dans ses gestes vis-à-vis de l'islam. Là où François ne l'était pas, peut-être ? Non, il était tellement engagé. Son credo, c'était vraiment... le dialogue, on peut dire judéo-chrétien, on peut penser que le Vatican II, la suite, Jean-Paul II, il y avait eu des grands pas d'accomplis, c'était plus problématique. Par contre, le dialogue avec l'islam, dans un contexte tendu politiquement, le terrorisme international, etc., ça posait des problèmes. Et ça faisait grincer des dents à l'intérieur de l'Église, évidemment, parce que c'est un dialogue évidemment plus compliqué que l'œcuménisme avec les autres églises chrétiennes, a fortiori, et même le dialogue judéo-chrétien. Donc là, je pense que ce pape est peut-être moins engagé que l'était François sur l'avancée. Vous savez, la signature d'un accord avec le grand l'imam de la mosquée Al-Azhar du Caire à Abu Dhabi en 2019, ce représentant de l'université du Caire qu'il avait étreint dans ses bras en Égypte en 2017. Donc il y avait eu beaucoup de pas de géants accomplis. Et là, peut-être qu'on lui a demandé, et que c'est peut-être aussi sa sensibilité, d'aller un peu moins loin, d'être plus prudent. Et puis peut-être aussi le contexte turc, parce que oui. il y a eu des prises de position ces derniers jours de nationalistes musulmans turcs se prononçant contre la venue d'ailleurs du pape ou manifestant leur désaccord, et notamment sur sa venue à la mosquée bleue. Donc c'est là que le caractère diplomatique de ce pape apparaît. Je pense que c'est aussi une façon de ne pas vouloir provoquer, de la même façon qu'il n'a pas évoqué le génocide arménien, ce qui avait été le cas de son prédécesseur, tout en usant d'une formule parlant de la tragédie que le peuple arménien avait connue. Donc vous voyez, c'est à la fois une façon d'affirmer un certain nombre de réalités, mais en même temps de contourner peut-être certaines difficultés. Et donc c'est une manière très diplomatique de faire. Ouais. D'autant qu'il est allé rencontrer les Arméniens de Turquie, cette communauté, en tout dernier. Je trouvais ça un peu dérangeant personnellement, parce que c'est une communauté qui souffre, c'est une communauté, les Arméniens ont encore été chassés du Haut-Karabakh, ils n'occupent plus cette montagne qu'ils habitent depuis la nuit des temps, il n'y a plus de chrétiens pratiquement dans des lieux importants en Arménie, du fait alors de l'Azerbaïdjan, mais du fait aussi de la Turquie qui veut créer un couloir musulman. Donc c'est en effet cette visite très modeste à la communauté arménienne turque, elle est vraiment aussi le signe d'une grande prudence diplomatique qui peut être contestée même. La diplomatie pontificale est un art compliqué, vous dites prudence, d'autres disent mesuré, d'autres pourraient peut-être dire un peu mou. Vous dites, François Mabille, dans Le Monde aujourd'hui, que c'est un pape qui, dans sa diplomatie, s'appuie sur le droit international plutôt que sur les références confessionnelles. Oui. Pourquoi dites-vous ça et en quoi est-ce que c'est singulier ? En fait, si vous voulez, ce qui m'a marqué, c'est que depuis le début de son pontificat, dans ses différentes prises de position sur beaucoup de sujets, que ce soit sur la politique américaine, notamment
à l'égard des migrants, que ce soit sur les questions environnementales, la COP, que ce soit ici sur la Turquie. Systématiquement, son point de départ est un point de départ juridique. Il ne faut pas oublier que lui-même est juriste, docteur en droit canonique, donc il connaît bien ces aspects-là. Et donc systématiquement, on voit qu'il revient sur cette question juridique. Le soutien à l'Ukraine, c'est il y a un agresseur et il y a un agressé. Là où François était un peu plus ambigu. Là où François, oui. pendant 6 mois, C'était 7 mois, a été extrêmement fluctuant et un petit peu embrouillé dans les expressions qu'il utilisait pour le moins. Pour les États-Unis, rappelle qu'un État a le droit de contrôler ses frontières. Donc, vous voyez, et ça, effectivement, le droit international le dit bien. Et en même temps, attention, vous devez traiter avec dignité vos migrants. Sur la COP et l'environnement, dénonciation également des violations par les États de leurs propres engagements, de la COP qui s'est déroulée en France jusqu'aux autres documents signés depuis. Et là, en Turquie, rappelle quand même très fort de ce qu'est la liberté religieuse, de ce qu'est le droit, de ce que sont les droits des minorités. Donc, vous voyez, le point de départ, c'est toujours un point de départ juridique. Et à partir de là, il y a effectivement des propositions éthiques, la paix, la justice, la réconciliation, etc., mais bien ancrées sur un socle juridique. Et là, c'est très différent des pratiques de son prédécesseur, qui était un pape militant, un pape, alors qui n'aimait pas qu'on dise que l'Église était une ONG, mais enfin, qui était un petit peu comme s'il était à la tête d'une ONG, un pape militant, un pape protestataire. Et là, on a deux figures extrêmement différentes à la tête de l'Église. Un pape anti-atlantiste aussi, oui. Oui, sur ça, l'Ukraine, c'est ce qui nous dérangeait, nous, en Europe. C'est vrai que sa position, la lenteur, mais c'était aussi le Saint-Siège, à désigner la Russie comme l'agresseur, à pas condamner l'annexion de la Crimée. Ça a commencé en 2014. Il n'y a pas que le pape François. Il y a aussi cette ligne de fond de la diplomatie vaticane. Mais quand même, le pape François, ce qu'il caractérisait, c'est cette vision peut-être non alignée. Cette voix, quand il a parlé qu'on entendait les aboiements de l'OTAN aux portes de la Russie, là, c'est vraiment le narratif russe. Mais Lula dit pas des choses très différentes. Donc, vous voyez, et puis la Russie, j'allais dire l'Europe, le centre de l'Europe, nous, ça nous traumatise un conflit en Europe quand il a explosé, mais pour un pape latino-américain, il regardait ça de plus loin. Donc c'est toute cette différence dans le traitement qui a créé ces maladresses. Vous savez, il faut que l'Ukraine hisse le drapeau blanc, mais d'accord, mais à quel prix, etc. Donc ça a vraiment été très mal reçu. Et lui, le pape Léon, est très loin de ça, avec une autre matrice, comme vous disiez, et je suis entièrement d'accord. Et en plus, une vision personnelle, parce que sa bannière aussi, son leitmotiv, la paix pour tous, la paix désarmée, désarmante. Voilà, c'est l'Église pauvre pour les pauvres du pape François. C'est vraiment arrivé avec une bannière, et il pense, et il l'a dit dans chacun de ses discours, qu'il faut que chaque individu façonne cet art de la paix, et que c'est comme ça. Alors voilà, c'est un message difficile d'accès pour le monde, pour nous les journalistes qui voulons que ça soit plus net, mais je pense qu'il y a ça dans sa lecture de la façon dont l'Église pourrait aider à fabriquer la paix. Sur l'Ukraine, donc on le disait, il a balayé les ambiguïtés d'un temps de François. Il a reçu, je crois, 2 fois Volodymyr Zelensky au Vatican. Il a aussi parlé avec Vladimir Poutine. On va écouter ce qu'il disait il y a quelques semaines, on l'évoquait à l'instant, sur l'avenir du Proche-Orient. J'exprime ma profonde compassion envers le peuple palestinien de Gaza, qui continue de vivre dans la peur et de survivre dans des conditions inacceptables, déplacé de force, une fois de plus, de ses terres. Devant le Seigneur Tout-Puissant, qui a ordonné « Tu ne tueras point », et devant l'histoire humaine tout entière, chaque personne possède une dignité inviolable qui doit être respectée et chérie. Voilà, et le pape de rappeler son attachement à la solution à 2 États dans ce conflit israélo-palestinien. Alors, ceux qui nous regardent diront peut-être, appeler à la paix, à la dignité de chacun, ça mange pas de pain.
Bon, dans la bouche d'un pape, en tout cas du chef de l'Église catholique, c'est quand même assez engageant. Diplomatie feutrée, diplomatie molle, diplomatie du juste milieu, François Mamie? Je dirais que c'est une diplomatie classique. C'est-à-dire que le pape s'adresse au chef d'État et sa diplomatie s'adresse au chef d'État. Et donc là encore, si on écoute bien les propos, de quoi parle-t-il? De déplacement de population. Là encore, la notion est juridique. Il rappelle les droits de l'homme et ce faisant, il essaie d'avoir une proposition qui est celle de la communauté internationale depuis longtemps et qui est celle du Saint-Siège, à savoir effectivement un statut spécifique pour Jérusalem et une solution à 2 États. Bien évidemment, cette diplomatie, elle est une diplomatie désarmée. Hein, il n'y a pas, elle est en situation d'asymétrie. Désarmée, ce qui veut dire que la diplomatie du Vatican, pour être forte sur un certain nombre de sujets, a besoin de s'associer aux diplomaties d'autres États. Voilà. Et c'est là peut-être que, c'est exactement ce que vous disiez, Constance, le pape François était argentin et avait une vision très spécifique des relations internationales et des États-Unis. Ce pape est américain. Donc, entre une diplomatie d'État et le fait d'être américain, il peut aussi peut-être renouer des liens avec la diplomatie américaine, si tant est qu'on puisse nouer des liens avec la diplomatie trumpienne. Et là encore, avoir peut-être plus d'impact que son prédécesseur n'en avait, lui qui s'adressait surtout aux opinions publiques. C'est intéressant que vous rappeliez, pardon Constance, je vous coupe la parole, mais que vous rappeliez que ce pape est américain. Au moment de son élection, les néophytes du Vatican que vous n'êtes pas disaient ce pape dans le sillage de François, effectivement, dont on savait la dynamique va peut-être partir en confrontation avec Donald Trump. Alors c'est pas du tout arrivé, hein. Les mots ont été tout à fait feutré vis-à-vis du président américain. Oui, enfin, il y a quand même cette contestation qu'il avait d'ailleurs émise avant même d'être élu pape sur la politique, évidemment, d'immigration, hein, le durcissement, où là, il avait attaqué le vice-président J.D. Vance, qui prétend que c'est au nom du christianisme et de Saint-Augustin. Alors, il n'a pas de chance, le vice-président, parce que ce pape est augustinien lui-même. Donc, il peut lui dire non. La pensée. Oui, c'est vrai qu'il y avait eu cette bataille à fleur et bouche à distance, mais c'était avant son élection. Voilà, et ça continue aujourd'hui. Même s'il reconnaît que chaque État a le droit à contrôler ses frontières, il l'a dit qu'il ne fallait pas aller jusqu'à l'atteinte à la dignité des migrants. Donc non, il y a cette contestation. Mais il a reconnu les efforts pour la paix de Donald Trump. Voilà. Mais alors là, j'ai quand même envie de rembobiner un petit peu pour répondre sur la question de la voix de l'Église et celle du pape sur la situation à Gaza. Je trouve que là, il y a une faiblesse quand même. Il y a quelque chose qui dérange le monde, qui dérange l'opinion. On a l'impression d'un Vatican qui n'est pas à la hauteur de l'enjeu et d'une voix du pape qui manque quand même d'envergure. Moi, j'ai lu dans la célébration qu'avait fait en août le cardinal Matteo Zuppi, qui était le grand papabile, hein, d'ailleurs, il était papabile, Matteo Zuppi, il vient de la communauté de Sant'Egidio. C'est un homme qui a été très proche du pape François, fait cardinal par le pape François, qui a été envoyé en Ukraine, qui a obtenu quand même la libération d'enfants ukrainiens. Le Vatican n'a pas fanfaronné, mais c'est quand même un succès, même si ils sont pas tous sortis. Mais rappelons-le, il y a ça aussi dans la diplomatie du Vatican, la capacité à obtenir des choses quand même. Eh bien, cet homme, il a fait une lecture publique au mois d'août, qui a duré des heures, une nuit, du nom de 12 000 enfants gazaouis et d'enfants d'ailleurs israéliens, bien sûr dans une proportion bien moindre, morts depuis la guerre. Donc, est-ce que c'est pas déjà mettre le doigt sur accuser finalement ce pape de la faiblesse, pour la faiblesse de ses interventions? On entend la voix du cardinal Parolin, ce qui n'est pas le secrétaire d'État du Vatican, qui habituellement ne parle pas ou très peu. Et là, on l'a entendu dire aux Israéliens, ce qui a fâché les Israéliens, que leur représailles, leur réaction au 7 octobre était disproportionnée. C'est le mot qu'il a employé. C'est le mot qu'il a employé, ce qui a fait du bruit en Israël. En Israël et dans la diaspora, il y a même une contestation. Est-ce que le Vatican n'est pas en train de revenir au vieux démon d'une forme d'antisémitisme chrétien? Il y a même tout ça, vous voyez, dans la parole du Vatican et dans sa lecture évidemment pro-arabe du conflit, parce
parce que oui, les Palestiniens chrétiens sont... Et puis, il y a l'oppression du peuple palestinien. Donc, il y a deux raisons. Et l'exode d'avoir une lecture des événements qui est plus pro-arabe que pro-israélienne, évidemment. Le fait que le Vatican a reconnu, sous le pontificat du pape François, l'État d'Israël pour avancer dans la solution... palestinien, pardon, merci. Pour avancer dans la solution à deux États. Le Vatican espérait que ça allait ouvrir la brèche. Ça l'a fait, mais plus tard. Voilà, donc, est-ce qu'il n'y a pas déjà, à l'intérieur de l'Église, une contestation pour les opinions? Je pense que oui. Que là, les gens attendent. Il y a une clarification, François Mabille, sur le dossier du Proche-Orient? Non, je pense qu'il y a, il y a une ligne de continuité depuis effectivement des décennies sur la reconnaissance des deux États. Voilà. L'un des éléments qui entre en ligne de compte, c'est également, alors sans entrer trop dans les détails techniques, les suites du synode. C'est-à-dire la volonté d'avoir une Église plus décentralisée, plus collégiale. Et dans cette perspective-là, il y a à l'évidence le souhait que les Églises locales soient les premières à parler d'un certain nombre de sujets. C'est vrai. Une sorte de décentralisation. C'est ça. Alors, ce qui veut dire que, vous voyez, la parole du Saint-Siège et du pape, en l'occurrence, intervient en dernier. C'est vrai sur les États-Unis, où le pape a demandé à ce que ce soit l'Église catholique aux États-Unis qui prennent position sur un certain nombre de sujets. Et sur la question du Proche-Orient, on a beaucoup entendu le patriarche latin de Jérusalem, le cardinal Pizzaballa, prendre des positions très fermes, très strictes, qui sont ensuite relayées et soutenues par le Vatican. Donc, vous voyez, ça fait une diplomatie à plusieurs étages. On imagine que tout est encadré. Le cardinal ne se lance pas dans des discours sans que ce soit validé. Bien sûr. Ça, c'est sans doute une des différences qu'on voit poindre entre ce pontificat et le précédent, c'est que le pape actuel s'appuie beaucoup plus sur la diplomatie du Vatican, sur tout l'appareil diplomatique, le cardinal Parolin dont vous parliez il y a un instant, sur les nonces. Les deux déplacements qui viennent de s'effectuer, et quand on les regarde bien, sont à l'évidence des déplacements classiques préparés par la diplomatie du Vatican, sans exotisme, si j'ose dire. Je pourrais même dire qu'on pourrait prendre les choses un peu différemment et dire que peut-être le Vatican reprend la main à travers ce pape. Voilà. Là où François avait pris la main sur le Vatican. Absolument. Et là, on a en effet un pape qui est plus docile, qui est plus discret, qui n'a pas cette personnalité, et l'institution qui avait souffert des choix personnel du pape François, y compris de ne pas se faire enterrer dans la crypte sous la basilique Saint-Pierre, jusqu'au bout, jusqu'à son corps, jusqu'à sa dépouille. Donc là, par le choix de ce conclave aussi, il faut revenir à ce conclave, parce que finalement, l'Église catholique, les 133 cardinaux avaient la capacité, s'ils avaient voulu mettre l'accent sur ce Proche-Orient, sur ce drame que vit aussi l'Église à travers les chrétiens, les derniers chrétiens du Proche-Orient, auraient pu élire le cardinal Pizzaballa, était un pape habile, le cardinal Zenari, qui est un homme formidable, qui est le nonce à Damas, fait cardinal par le pape François, qui est à Damas depuis 15 ans, qui est comme un archevêque de Damas. Ça aurait été un symbole. Voyez, oui, il était dans vos favoris à l'époque, au printemps dernier. Oui, un peu âgé. Mais en effet, si là, les cardinaux ont élu un pape pour l'Église, pour pacifier l'Église, et non pas un pape pour le monde. Alors, précisément, 7 mois après son élection, donc en mai dernier, ce cardinal américain, Robert Prevost, 267e pape de l'Église catholique, premier pape originaire des États-Unis de l'histoire. Quel bilan peut-on dresser? Alors, il n'a pas encore écrit ce qui est une espèce de discours de politique générale des papes, à savoir son encyclique. Elle viendra sans doute d'ici quelques semaines, mois. Les attentes étaient grandes sur effectivement les dissensions au sein de l'Église, sur l'état de la curie, sur lequel François, effectivement, on l'a beaucoup dit, c'était un peu, comment dire, je cherche le bon terme, c'était un peu défoulé. Et finalement, ce pape, ça fait 7 mois qu'il est là, on n'en sait pas beaucoup, vous le disiez, il est timide, il est réservé, mais il n'a pas beaucoup donné on l'a pas tant vu que ça, quoi. Et du coup, qu'est-ce qu'on en retient
Alors effectivement, on serait bien en peine en 7 mois de trouver une formule, une phrase, une expression que l'on puisse retenir. Ce qui signifie quand même beaucoup sur l'état de l'Église et de ce que lui-même peut découvrir, bien qu'il était déjà dans la curie, au sein de l'Église catholique. C'est-à-dire une Église qui est beaucoup plus sous tension, beaucoup plus divisée encore qu'on ne pourrait le penser. Quand vous dites l'Église catholique, vous parlez c'est-à-dire que sur un la certain curie ou des fidèles? À la fois de la curie et en même temps des fidèles. On voit bien que si on prend l'exemple américain, le mouvement MAGA, Make America Great Again, c'est pas simplement les évangélistes protestants, c'est également N.J. Vance dont vous parliez. Donc il y a aussi un nationalisme catholique extrêmement fort. Et donc c'est toujours le même enjeu pour l'Église catholique internationale, au niveau international. C'est comment avoir à la fois une parole universelle en tenant compte de la diversité des situations. Et je pense que ce pape, pour l'instant, prend la mesure de sa fonction, travaille sur des dossiers et s'illustre par une sorte de modération, de tempérance. La recherche du point d'équilibre, à la fois s'occuper des questions sociales, tout en rappelant que être croyant, ça n'est pas d'abord être militant de questions sociales, donc ramener aussi l'Église catholique à des questions plus spirituelles. C'est un peu aussi son déplacement en Turquie ou là au Liban. Et donc trouver ce point d'équilibre entre le spirituel et le temporel, si on veut reprendre des vieilles catégories, et en faisant attention effectivement à ne pas donner de signes trop évidents pour l'une ou l'autre de ces franges. Même si, il faut quand même rappeler qu'il y a eu une messe en latin qui a été célébrée à la basilique Saint-Pierre et que là, c'est un signe évident qui a été donné, envoyé à sa frange la plus traditionnaliste. Oui, la messe en latin, Constance, ça n'est pas un petit sujet chez les catholiques du monde entier. C'était une grogne qui était là depuis, évidemment, le schisme, mais que le pape Benoît XVI avait réparé. Et puis, tout était un peu rentré dans l'ordre jusqu'à une décision malheureuse quand même, parce que je pense que là, c'était vraiment la volonté du pape François d'aller réactiver ces gens-là pour calmer ces partisans de la gauche de l'Église. C'était très compliqué. En tous les cas, le pape François avait réinterdit la messe en latin. Comme pour... c'était contrôlé très strictement, en tout cas. Exactement, par un décret. Et donc, ça avait réveillé... Elle n'est pas interdite formellement. Voilà. Il en a fallait restreint l'usage. L'autorisation, etc. Donc, ce texte de François avait évidemment énervé le monde traditionnaliste. Et donc là, le pape Léon XIV est revenu en arrière à leur grande satisfaction, et ça marche dans l'Église. On voit bien que ces courants aiment beaucoup ce pape. Il retourne à Castel Gandolfo. Qui est la résidence d'été des papes de François Boudet, donc il avait fait un musée. Oui. Voilà. Il a réoccupé les appartements, les palais du palais apostolique, et non pas cette résidence Sainte-Marthe. Il a les vêtements. Il a remis la bonne petite cape. Il marche, dans les pas des papes traditionnels. Mais quitte à prendre le risque, du coup, de se cliver de la partie plus moderniste, progressiste. Oui, alors c'est vrai qu'il est moins engagé, les questions de genre, ça... Moins engagé, pour le coup, on sait peu de choses, mais il a quand même dit très clairement que sur la question des femmes, enfin de l'ordonnation des femmes diacres et la question des fidèles LGBT+, là, c'était non. C'était non. Voilà. Tout à fait. Alors, cela étant, le pape François n'avait pas fait de très nombreux progrès, l'ordination. Oui. Le pape François avait des expressions, c'était un grand communicant. C'est-à-dire, on se souvient sur ce sujet du qui suis-je pour juger. Le qui suis-je pour juger ne s'est pas traduit dans les faits par des mesures changeant l'ordre des choses. Ce pape-là lui rappelle la règle. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que sur d'autres sujets, notamment des questions sociétales, il ne sera pas engagé. Il a déjà parlé à plusieurs reprises de son intérêt pour l'intelligence artificielle et la façon dont l'Église devait travailler sur ces sujets-là. Sur les migrants, il a pris des positions peut-être plus modérées, mais enfin, il s'est situé quand même dans les purs traditionnels du catholicisme. Mais je pense que tendanciellement, il insistera plus sur les questions de foi, sur les questions de doctrine, de spiritualité, que sur ces questions d'enjeux de société, qui pour lui sont visiblement le risque possible de division au sein de l'Église catholique. Et puis, on l'a bien vu, c'est la raison pour laquelle le pape François s'est arrêté dans toutes... Alors, ces petites phrases, c'était aussi des ballons d'essai. Il voulait savoir jusqu'où il pouvait aller. Et à chaque fois,
l'Église, les cardinaux ont émis des doubias, processus juridique pour dire il faut arrêter, etc. Lui ont dit non. Et en fait, sous les menaces de schisme brandies par l'Église américaine, le pape François avait reculé, comme il l'a reculé sur justement au moment du synode sur l'Amazonie en 2019, sur la question d'une exception à la règle du célibat des prêtres. Il voulait une exception pour l'Amazonie parce qu'il y a un besoin de prêtres, et là on lui a dit non. Oui, sachant que la baisse des vocations, c'est l'un des défis qui se pose à Léon, comme il s'était posé à François. Pour revenir sur la curie, il y a eu, je crois, ces propos très remarqués il y a quelque temps, les papes passent, la curie reste. Donc là encore, référence aux relations plus que compliquées de François, au cours notamment de la fin de son pontificat avec Rome. Autre sujet, celui de la pédocriminalité. C'était, ça ne date ni de François ni de Benoît, mais ça fait un moment que l'Église est empêtrée dans ces histoires. Il y a eu la nomination d'un archevêque cet été, un archevêque français. Thibaut Verny, archevêque de Chambéry, à la tête de la commission pontificale pour la protection des mineurs. Alors là, j'ai entendu deux sons de cloche, Constance. Donc j'ai entendu des associations dire que Léon n'était pas parti pour faire beaucoup, mais quand même la nomination de cet archevêque français. L'Église de France étant assez engagée par rapport aux autres églises sur la question, ça dit beaucoup de l'intention de Léon. Oui, alors je crois que c'est un bon choix. Je crois que c'est quelqu'un d'engagé, sérieusement, qui est apprécié pour son travail, qui a été nommé à ce poste très important, occupé par un archevêque, un cardinal de Boston, qui était aussi une figure vraiment forte de la lutte, le cardinal O'Connor, contre les abus sexuels dans l'Église. C'est la commission pontificale pour la protection des mineurs. Voilà. Et quelqu'un d'inattaquable sur ce qu'il avait fait, même si ça ne va pas assez vite, ça c'est sûr, parce que les opinions publiques voudraient que ça aille plus vite, parce qu'évidemment les victimes voudraient que ça aille plus vite, parce que le monde ne supporte pas, et à juste titre, ces crises, ces scandales, cet épouvantable scandale. Mais comment le régler, c'est quand même plus complexe comme lutte que ça n'apparaît. Le pape François avait réuni les présidents de chacune des conférences épiscopales du monde en 2019 pour dire il y a une adaptation nécessaire des lois des églises, du droit canon à celui des États, comment on dénonce, comment on arrête de protéger un prêtre pédophile. C'est pas si simple en réalité. Donc voilà, il n'y a pas eu de miracle, il y a eu une volonté, je crois, mais inachevée. Je ne sais pas, moi je ne dirais pas que ce pape veut arrêter la machine et qu'il n'est pas aussi engagé. Le problème, c'est qu'on n'entend pas, encore une fois, sa voix. Donc la nomination, elle est bonne, mais il n'a pas tapé du poing. Sur ce sujet, comme sur les autres, il y a un moment où il faudra qu'il parle. Alors, il a parlé, mais il a parlé, je l'ai trouvé, de manière non pas ambiguë, mais quand même assez spécifique. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement cette nomination. On voit bien qu'il est dans la continuité de la ligne de François. Et en même temps, lorsqu'il a évoqué ce sujet, il a dit on ne peut pas réduire l'Église catholique à ce problème-là. Alors, bien évidemment, c'est une évidence. Et en même temps, quand vous traitez de ce sujet, que vous avez en tête le nombre de victimes et les tragédies de ces crimes, je ne suis pas sûr que pour une première déclaration, dire on va continuer, mais on ne peut pas réduire l'Église à cet aspect-là, ait été pour le coup très bien pensé. Le risque, d'une certaine manière, c'est que cette question devienne une sorte de question administrative, vous voyez, au niveau du Vatican. C'est-à-dire, il y a une commission, celle que vous avez nommée. Cette commission va suivre, alors que c'est un changement profond de culture dans les conférences épiscopales qui est nécessaire. Ça demande du travail sur le long terme, et ça demande également un investissement très fort. Il y avait eu aussi des ratés sous François. Je me souviens d'un jésuite qu'il avait nommé à la commission pontificale et qui avait démissionné en disant la commission ne va pas suffisamment loin. Et là, il faudra sans doute que ce pape s'investisse davantage, sachant que, bien évidemment, on découvre des problèmes toutes les semaines ou presque, et donc que l'Église n'est pas au bout de ses peines face à ce problème. Sachant qu'effectivement, cette question est fondamentale et elle coûte de nombreux fidèles à l'Église catholique. Bien sûr, on peut prendre l'exemple d'ailleurs de l'Église catholique, bien sûr, en Allemagne, où vous avez tous les ans entre 300 et 500 000 catholiques allemands qui quittent, à la fois parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les évolutions globales de l'Église catholique, mais le point le plus important, c'est effectivement
effectivement celui-ci. C'est la manière dont l'Église catholique en Allemagne a traité ces questions et la manière dont le Vatican, sous François, a traité ce problème ne satisfait pas les catholiques allemands. Qui partent sur 10 ans, ça veut dire que vous avez entre 4 et 5 millions de catholiques allemands qui ne se retrouvent plus dans le catholicisme. C'est énorme. Et cette crise de confiance, c'est une crise de confiance qu'on retrouve à l'international, effectivement. Exactement. Constance, si on essaie de rassembler tout ce qu'on s'est dit depuis 3 quarts d'heure, il y a beaucoup de pain sur la planche pour ce pape Léon qui a encore, il y a encore des choses à prouver, quoi, à montrer et à dire. Alors, sur la diplomatie, on parle souvent d'une diplomatie du signal faible, pour qualifier soft power, signal faible, pour qualifier la voix du Saint-Siège sur la scène internationale. Il ne faudrait pas qu'avec ce pape, elle devienne le signal trop faible. Voilà, moi, c'est ma crainte et je trouve que il faudrait quand même que sur le Proche-Orient, à Gaza, face aux Israéliens, là, il élève la voix sur la pédophilie aussi, les questions de synodalité. Bon, ce synode, on ne sait pas dans quel sens il va le poursuivre. Une décentralisation de l'Église, oui, mais comment, de quelle manière? Parce que ce synode, il a quand même accouché d'une souris. On ne sait pas exactement si ça a servi. Et puis il y a l'Église américaine qui vient d'élire à sa tête un évêque de nouveau conservateur, donc c'est pas un message contre François, là c'est voilà, qu'est-ce que ça va devenir, cette contestation qui est très vive à l'intérieur de l'Église américaine, de gens qui soutiennent finalement la politique de Donald Trump sur l'immigration et qui forment encore une opposition à ce pape. Qu'est-ce que ça va devenir? La messe n'est pas tout à fait dite, Salah Beyrout se poursuit. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à cette discussion. Dans les secrets de la diplomatie vaticane, on vous lit Au Seuil, Constance Colonna-Césari. François Mabillon, on vous lit dans Le Monde aujourd'hui. Et puis on vous lit chez Erol, Le Vatican, la papauté face à un monde en crise. Une émission à revoir en replay, réécouter en podcast. On se retrouve dans un quart d'heure pour la suite de ce rendez-vous d'info.